Bonjour, bonjour, bienvenue à votre émission À l'affût. Aujourd'hui, on vous propose un reportage de chasse à la sauvagine avec notre collaborateur de longue date, M. Marc Harvey, qui encourage la relève, et on rencontre évidemment Vincent qui vient nous parler des caméras de surveillance. Alors, on est de retour, évidemment, en position COVID, distanciation oblige. Vincent, je veux te remémorer des souvenirs. Oui. Ça te dit de quoi, ça? Oui, dans le temps qu'on pouvait se promener avec une petite carabine à plomb sans que la police arrive. J'aime ton analogie. En effet, on a passé notre jeunesse à tirer des plombs avec ça. C'est un peu ça qui nous a habitués finalement à peut-être aujourd'hui à devenir des chasseurs avec de meilleures armes. Mais en tout cas, on a tiré des cannes en masse, tiré sur des bouteilles en plastique, bref. Mais les temps ont bien changé. Pourquoi cette introduction-là? C'est parce que tu es au courant, Vincent, que depuis quelques années, on a des armes à air comprimé qui sont performantes. Ouais. Même on peut chasser maintenant avec, le ministère nous l'autorise. Des vitesses quand même supérieures à 1000 pieds à la seconde. On peut chasser le petit gibier. Chasser le petit gibier. Lièvre, sans problème. Exactement. Sauf que souvent, les gens vont se questionner. « Ouais, je suis intéressé, c'est le fun, c'est une arme sans recul. Il y a plusieurs choix de projectiles, des plombs sur le marché. Mais il y a deux calibres qui se compétitionnent. La fameuse 177 et finalement, il y a le calibre 22 également qu'on peut tirer des plombs. Évidemment, le 177, il est rapide. Très rapide. Le plomb, il joue souvent entre 7 et 7,9 grains. Oui. Puis c'est un petit peu compliqué, je trouve, les carabines à plomb. Il faut vraiment trouver le bon boulet, le bon plomb pour être performant. Oui, et précis. Précis surtout. Moi, je préfère personnellement, puis tu me diras si je me trompe, j'aime mieux diminuer ma vitesse, donc y aller dans le calibre 22, mais y aller de façon plus précise et plus létale sur mon gibier. Ouais. Plusieurs m'ont dit que tirer avec un 177 sur une gélinote huppée, bon, OK, on l'a frappé, mais la gélinote s'envole quand même et va mourir plus loin, difficile trouvable. Par contre, avec un calibre 22, la force d'impact est plus grande. Et plus grande, souvent le gibier va rester sur place. Je suis un peu de cette philosophie-là, moi, Vincent, de pas y aller performance, vitesse, comme on s'est marqué sur les boîtes, plus de 1000 pieds à la seconde. Mais ça, évidemment, c'est une publicité de la compagnie. C'est un marketing. Quand vous choisissez vos propres plombs, il se peut que les vitesses soient un peu différentes, mais seulement pour la chasse. C'est pas ça qu'on recherche. On veut une arme précise, mais on veut surtout ramasser notre gibier. Oui. Puis si on pense à la formule mathématique de la force d'impact, vitesse fois le poids du projectile, divisé par un chiffre de 6 chiffres, on se rend compte que le point 22, c'est l'idéal pour la chasse au petit gibier. Parce que j'ai même vu certaines publicités que sur le calibre 177, ça pouvait développer des forces de 20 ou 25 livres, par exemple, là, à l'impact. Le plomb 22 est au-delà de ça, est supérieur à ça, ce qui va finalement procurer plus de gibier ramassé et pas de blessés. Plus précis. Et plus précis aussi. Donc, oui, c'est une excellente idée que de sélectionner une arme à air comprimé pour vos expéditions de chasse. Initiez vos jeunes. Je rappelle que c'est une arme sans recul, qui est vraiment plaisante. Des heures de plaisir. On peut même, à ce moment-là, s'amuser sur des cibles, sur des canettes, mais également, ça nous permet également de chasser. Mais à ce moment-là, réfléchissez à votre achat. Et ça prend un permis de possession et acquisition d'armes à feu pour prendre une 1000 pieds secondes. Très bon point, Vincent, étant donné que c'est considéré comme une véritable arme. Alors, nous, direction Lac-Saint-Jean, on s'en va retrouver notre guide collaborateur à l'émission, M. Marc Harvey, qui va initier 2 jeunes de la relève à une belle chasse aux oies et aux bernaches. Bonjour tout le monde, c'est encore avec grand plaisir qu'on se retrouve dans la grande région du Lac-Saint-Jean pour une belle chasse à la sauvagine. En plus, nous avons le plaisir d'être accueillis au gîte L'Escale des Migrateurs.
Bien, écoutez, bienvenue aujourd'hui à l'Escale des Migrateurs. C'est un gîte situé donc dans le nord du lac Saint-Jean où on a le plaisir depuis maintenant plusieurs années d'accueillir Marc et ses invités pour des petites chasses entre amis, bien sympathiques. On a toujours des résultats corrects et puis on passe surtout de bons moments, quoi. Demain donc j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de la chasse là, qui va se passer dans une petite municipalité à quelques kilomètres du gîte. On va partir, vous allez voir tout à l'heure, on va partir, là, puis on va aller faire un tour à ce qu'on appelle la prospection. C'est essayer de localiser des oiseaux en période d'alimentation, cibler des sites où les oiseaux vont se regrouper, des champs céréaliers ou des champs de maïs, où ce qu'on va pouvoir aller chasser la chasse du lendemain, que ce soit des outardes, du canard ou des oies blanches. C'est vraiment une étape importante de nos excursions de chasse, parce que c'est ce qui va refléter le succès de notre chasse du lendemain. Plus on va trouver d'oiseaux en période d'alimentation, plus notre chance de succès va être élevée. C'est des oiseaux qui ingurgitent une très grande quantité de nourriture le plus rapidement possible, mais il faut qu'ils boivent de l'eau. Après 1 heure ou 2 au champ, ils retournent dans les réservoirs ou au fleuve ou dans les plans d'eau qui sont habitués de se retrouver. Là, ils vont boire de l'eau tout en se reposant en même temps. C'est vraiment ces endroits-là qu'on va cibler pour trouver nos oiseaux. Un coup qu'on les a trouvés, bien là, on sait qu'ils sont là. On va suivre leur déplacement vers les sites nourriciers. C'est un beau spot à outardes. On voit un petit regroupement d'à peu près une centaine d'outardes dans le champ. Ils sont vraiment dans un champ vallonneux, puis ils sont vraiment couchés au repos. Malheureusement, le terrain est déjà réservé par un autre groupe de chasseurs. Alors, on va poursuivre notre chemin pour essayer de se trouver un autre secteur de chasse. Outardes là-bas. Ça se passe de l'autre côté. On va aller chercher la route pour aller voir. La majorité des endroits ici, au lac Saint-Jean, c'est des terres d'agriculteurs. C'est vraiment hyper important. C'est vraiment très, très important de demander toujours l'autorisation à l'agriculteur pour pouvoir avoir la permission d'aller chasser sur leur terre. Parce que c'est pas n'importe qui peut rentrer là n'importe quand puis n'importe comment. Il faut vraiment leur demander comment on peut y aller, avec quel accès qu'on peut y faire, vraiment cibler les zones avec l'agriculteur qu'on veut chasser. On va aller parler au propriétaire. Là, on a trouvé un petit troupeau d'outardes, pas tellement gros, mais assez peut-être pour faire une petite chasse demain matin. On va aller parler au propriétaire, voir si on est capable d'avoir l'autorisation. Le petit-fils du cultivateur nous a dit qu'il n'y avait pas de problème pour aller à la chasse, mais quand même, il fallait qu'il demande à son grand-père si son grand-père n'a pas donné l'autorisation à quelqu'un d'autre avant. Fait qu'on va quand même aller prospecter un autre secteur. Là, on sait qu'on a une autorisation. Peut-être. Fait qu'il va nous rappeler tout à l'heure pour nous le dire. Il y a une petite ferme pas grosse, là. On va aller voir. Les outardes seraient dans le champ, là, à peu près, là. De ce qu'on peut voir à distance. Fait que là, il faut retraverser la rivière. Là, on a continué à prospecter. Puis là, on a trouvé une seconde belle autorisation. Là, on a un vrai beau mix outarde-oie blanche. Demain matin, en plus, on a une belle bordure de végétation pour installer notre cache pour être vraiment se confondre dans le décor. Présentement, on est en fin de journée. On a eu une belle autorisation. On a relativement pas mal d'oiseaux. Je te dis pas des quantités astronomiques. On voit des oiseaux présentement qui circulent d'un champ à l'autre, mais ils sont vraiment pas nerveux parce qu'on est... Là, ce qu'on a fait, on s'est stationné proche du champ en question pour éviter que quelqu'un vienne soit lancer des pétards ou tirer des coups de fusil en l'air pour faire sortir des oiseaux de là. On appelle ça veiller notre champ pour s'assurer que nos oiseaux restent là pour la chasse du lendemain. Donc là, on a un beau petit mix outarde-oie blanche pour demain matin. Qu'on va surveiller jusqu'à la noirceur, jusqu'au départ des oiseaux. Quand les oiseaux vont quitter le site, là, nous, on va s'en aller à la maison, on va aller se préparer pour notre chasse de demain matin.
Mathéo est arrivé très tôt ce matin. On a fait notre petite installation dans le champ. Suite à notre prospection d'hier, on est revenu au site où on avait observé des oiseaux la veille. On va espérer que les oiseaux reviennent ce matin. On a 2 invités de la relève, des nouveaux chasseurs qui n'ont jamais chassé la sauvagine et qui vont débuter avec nous ce matin. On a une belle température, pas de pluie. Après moi, on a un petit soleil-nuage pour commencer la journée. Partout, on les place une par un. On les étale, ils peuvent disparaître le mur. Le jour commence à se lever, là. Les oiseaux vont commencer à voler bientôt. En général, les canards n'arrivent pas tellement tard au début du jour comme ça. L'heure légale est arrivée. Fait que là, on devrait avoir apparaître des oiseaux graduellement pas vite. Là. On voit des belles lueurs au loin. Là. Fait qu'il y a des dortoirs d'oiseaux pas tellement loin d'où on est. En principe, ça devrait être un bon matin. On est allé se poser à l'autre bout du champ là-bas. Ils sont posés dans la bordure entre le vert et le jaune. Ça, c'est bien important de l'enlever avec les outards d'arrive parce que les outards ont vraiment peur de ça. Les outards ne devraient pas tarder bien. La blanche. Go, ils s'en vont en haut! Préparez-vous, ça a tout décollé en avant, on se recache. Ils ont eu peur de je sais pas quoi. OK, go en avant. On reload. C'est plein dans le ciel. On reload, on se recache. Go les 3. Good shot. Elle tombera pas, là. On reload. Il relève en arrivant au-dessus du setup. Oh, c'est jamais gagné d'avance. OK, go. On reload, on se recache. Go en haut! Oh boy! Essaye de filmer ça. OK, go! On reload! Il y a tombé une dans le bois en arrière. Regarde, un autre qui tombe, un autre! Là, vous venez de vivre le plus beau spectacle de l'oie blanche. Good shot. Ah. Là, voilà une qui plante. Et voilà. On va aller récupérer nos oiseaux. Cours! Regarde, dans le fond, là-bas, là. Bon, ben on a eu quelques belles rentrées d'oiseaux, dont un beau vortex d'oie blanche. Super beau spectacle. Là, on a une petite période tranquille. Le gros boom du matin est passé. Par contre,
On attend toujours quelques retardataires que souvent viennent nous voir, puis souvent c'est des petits groupes payants. On essaie de faire des petits changements quand on voit que ça fonctionne pas très bien. J'ai enlevé des oies blanches qui étaient vraiment à l'autre bout du setup parce que les outardes passent par-dessus puis ils aiment vraiment pas ça. Fait qu'on sait pas si ce qui les empêche de monter ou on va attendre parce que les oiseaux sont montés un petit peu plus haut. Ils vont peut-être redescendre tantôt pour venir se réalimenter ici. OK, go! Good, 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 good! OK, go! Oh, le soleil, j'ai pas besoin de soleil. C'est vraiment important de faire le ménage après notre journée de chasse. Voici notre résultat de la journée. Beau soleil, pas tellement de vent. Par contre, des beaux shows visuels, beaucoup d'oiseaux se sont présentés, des beaux tirs. On a eu énormément de plaisir. Belles oies blanches, quelques outardes au travers ça. Une vraie belle journée de chasse d'automne au Lac-Saint-Jean. En tout cas, je connais des jeunes de la relève qui, si c'était leur première expédition de chasse, ils vont manger de l'oie et de la bernache. Oui, Ça oui. va être, Quelques bernaches, surtout de l'oie, mais ça a été une belle chasse. Ils ont tiré de la balle, en tout cas. c'est ça qui est important, d'avoir du fun. Oui, oui, oui. Hey, Vincent, tu as amené des équipements. On dit que la recherche et le développement n'est pas très présent en chasse, mais je pense que là, tu as frappé dans le mille pour dire qu'il y a une évolution quand même considérable dans les caméras de surveillance. Oui, caméras de surveillance cellulaire, que je vais parler surtout les nouveautés des deux compagnies québécoises, que ce soit SpyPoint ou Bolly. OK. Les deux ont sorti des belles nouveautés cette année dans les caméras cellulaires. Donc, quand tu dis caméra cellulaire, tu parles d'une caméra qui envoie une photo sur ton téléphone? Oui, soit par une application pour la caméra, la compagnie SpyPoint, soit par message texte pour la compagnie Bolly. OK, deux façons différentes. Oui. Intéressant. On va commencer par les nouveautés de SpyPoint. Ils ont sorti une belle, beau petit gadget cette année. Plusieurs personnes ont des vieilles caméras, Oui. comme moi, que Moi je ne me servais plus de elle, parce que j'ai juste des caméras cellulaires. C'est une caméra qui prenait des photos régulières. Puis là, la journée que tu as goûté à du cellulaire, tu ne veux plus retourner à ça. Tu es obligé d'aller voir ta caméra, extraire la carte, Ouais. lire la carte. Donc, des fois, il manque de temps un peu. Manque de temps, puis on met des odeurs pour rien à notre site. Donc, ils ont sorti un gadget qu'on peut transférer notre vieille caméra en caméra cellulaire. Ah oui. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on a une carte SD qui est reliée avec un fil qui est fait vraiment mince, qu'on insère dans notre caméra, peu importe la marque. À la place de notre carte SD habituellement Ouais. localisée. OK, je te suis. Oui, c'est la compagnie SpyPoint, mais regarde, c'est une compagnie US, oui. Moultrie. Oui. Ça fait là-dedans. Ça fait dans les SpyPoint. Ça fait dans toutes les compagnies. Ben oui. Fait que ma caméra, qui n'était pas cellulaire, Tu est entres la devenue... carte à l'intérieur. Ouais. Puis vu qu'elle est branchée sur un genre de terminal cellulaire, ta caméra devient comme une caméra de surveillance cellulaire. Ouais. Et c'est ce module-là qui envoie la photo. Qui envoie la photo. C'est génial. On a une carte micro SD à l'intérieur, OK. quand même pour stocker les photos. Mais ma vieille caméra est rendue que je reçois mes photos sur mon cellulaire avec ce gadget-là. Donc, on donne une deuxième vie à nos vieilles caméras. Oui, carrément. La seule fois que ça ne marche pas, c'est quand on a des vieilles caméras, style, ça fait une quinzaine d'années qu'on ne pouvait pas mettre plus que 2 gigs de carte SD. Mais là, c'est une carte un petit peu trop rapide. Puis si on a des caméras qui sont trop hautes de mégapixels, ça transfère moins bien. On baisse la quantité de mégapixels, puis c'est merveilleux. Mais j'imagine que ça doit être installé dans une zone où il y a un réseau cellulaire. Toujours, toujours. Si OK. votre cellulaire, on va dire le terme en anglais, pogne pas, Ouais. ça ne pognera pas plus. OK. Donc, on s'assure avec notre téléphone si Ouais. on a des ondes, puis finalement, on peut installer ça. Oui, peu importe la caméra cellulaire. Ça marche. Le deuxième nouveauté
L'an passé, je vous avais parlé de la caméra qu'ils l'appelaient micro parce qu'elle était vraiment petite. Cette année, ils ont fait une deuxième version, caméra cellulaire et solaire. Donc, plus de pile. Plus de pile. Elle arrive avec une pile au lithium comme ça, qui est à l'intérieur, qui se fait charger automatiquement. Et cette pile-là, on peut l'utiliser dans nos micros, dans nos lignes micro de l'an passé. Et si on veut, on peut même l'utiliser à l'intérieur de notre petit gadget. Donc, c'est bien pensé que cette pile-là puisse être polyvalente dans Oui. tous les appareils que l'on a. Oui. Et caméra cellulaire, solaire, donc on n'a pas de... Ça prend quand même beaucoup de batterie parce que ça communique souvent. C'est ça. Parce C'est que ça. quand on envoie une photo, ça prend quand même assez d'énergie à l'appareil. Oui. OK. Ça, c'était on va dire, les grosses nouveautés dans la compagnie SpyPoint. Ça, je connais moins ça, Vincent. J'aimerais que tu me parles de ce modèle-là. Oui, la caméra de la marque Bolly, une autre compagnie du Québec. OK. Eux autres, aussi performantes une que l'autre, mais elle envoie les photos par message texte. Ah, intéressant. Un beau modèle. Il y avait déjà un modèle qui existait, 36 mégapixels. Ils en ont fait deux, une un petit peu plus chère, une un petit peu moins chère. Celle-là, c'est la plus haut de gamme de leur série. Elle a quand même... L'avantage, c'est qu'elle a une plus grand angle. OK. Donc, à notre site, on voit un petit peu plus large et il y a des batteries au lithium à l'intérieur. Donc, ça dure beaucoup plus longtemps que des batteries 2A. Il y a une prise pour qu'on puisse mettre un panneau solaire dessus. OK. Ils ont pensé. Nos batteries sont toujours rechargées avec le panneau solaire. Et on peut, si on veut, il y a une prise pour mettre une batterie 6 volts. OK. Dans la compagnie Bolly, c'est vraiment des batteries 6 volts qu'on peut mettre externes. Ils ont pensé à ceux qui avaient un portefeuille un petit peu moins élevé. Ils ont sorti un modèle plus bas de gamme, OK. cellulaire aussi, qui a seulement juste 2 batteries lithium à l'intérieur. Moi, je l'appelle ma caméra de trail, OK. parce qu'en ayant juste 2 batteries, je veux pas mettre ça à mes pommes et qu'un chevreuil passe 30 minutes là. Qui épuise toute ton énergie. C'est ça. J'aime ça la mettre dans les trails de chevreuil. On prend un petit peu moins de photos. Puis il y avait la batterie que je voulais vous parler un peu. 12 volts, panneau solaire avec un fil anti-rongeur. Intéressant. On aurait pu en parler 20 minutes. Bien, je suis content d'ailleurs déjà que tu aies effleuré le sujet des nouveautés au niveau technologique qui peuvent rendre service aux chasseurs. Donc, on voit que le monde de la chasse est toujours en développement. Donc, merci beaucoup, Vincent. C'est déjà tout pour nous cette semaine. On remercie Marc Harvey et son superbe reportage de chasse à la sauvagine. Et nous, on se dit à la semaine prochaine et on reste à l'affût.